Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de notre podcast Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire FinPub et réalisé en partenariat avec la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes expertes dans leur domaine. Elles interviennent donc sur des sujets spécifiques afin d'éclaircir les informations et d'éviter toute déformation qui pourrait influencer notre compréhension d'une situation donnée. Ce podcast est disponible sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et diffusé sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Cette semaine, je vous propose un petit plongeon dans l'univers du protocole. On a tous déjà vu ces cérémonies officielles à la télévision et avouons-le, les interactions ne ressemblent pas du tout à nos conversations quotidiennes à la maison. C'est comme une chorégraphie parfaitement orchestrée avec des experts du protocole que moi j'appelle des maestros de la minutie, si vous voulez. Alors je me suis toujours demandé comment tout cela fonctionnait. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec un de mes grands frères qui est un professionnel du protocole, qui va donc nous éclairer sur cette question. Alors bonjour mon grand frère, comment vas-tu? Bonjour Gina, je vais très bien, ça fait plaisir de te revoir, ça fait tellement longtemps. C'est moi qui suis contente de te voir. Non, pas du tout. Je suis à la fois contente et honorée d'avoir à mon micro. Pas du tout, c'est un plaisir pour moi d'avoir été honoré d'être appelé. Merci beaucoup, merci. Alors comment tu vas? De toute cette période où on ne s'est pas vu, comment tu vas? Écoute, j'ai travaillé, je continue à travailler, je fais ce que je sais faire le mieux. Voilà, le protocole. Merci beaucoup. Je me suis baladé un peu entre beaucoup d'administrations, mais toujours dans le protocole. Mais ça va, je vais Génial. bien. Ouais. Alors, tu t'appelles Joumas. Oui. Et donc, la fois où on s'est rencontrés, il y a plusieurs années, j'étais encore toute petite. Quand on s'est rencontrés, je t'ai rencontré justement dans ce métier que tu fais depuis plusieurs années. Donc, tu étais chef de protocole. Oui, presque 15 ans déjà. Ouais. Tu étais chef de protocole et c'est pour ça que j'ai souhaité que tu viennes nous expliquer un petit peu tout ce qui tourne autour de ce métier. Mais avant de parler de ça, avant de plonger de plein pied dans notre discussion, est-ce que tu peux me donner un titre exact lorsqu'on est responsable du protocole ou chargé du protocole dans une administration, un ministère, peu importe, dans une organisation? C'est quoi l'intitulé exact du poste de la personne? Alors, il faut savoir que généralement ici, en ce qui nous concerne, on est souvent appelé chef de protocole. Mm-hmm. Vous êtes chef de protocole, vous êtes directeur de protocole, vous êtes conseiller directeur du protocole selon l'institution et la personne auprès de qui vous travaillez. Généralement, nous intervenons auprès des ministres, des présidents d'institutions. Donc, c'est à ces personnes-là que nous sommes attachés, c'est-à-dire chef de protocole. Vous êtes attaché d'abord, premièrement, à un VIP. Déjà, il faut le savoir, c'est un lien direct. C'est un lien direct, vous attachez à un VIP et vous organisez l'agenda de ce VIP. D'accord. Les déplacements. Alors quand je dis déplacement, c'est vraiment global. Que ce soit le fait qu'il quitte son bureau pour aller dans le bureau d'un collaborateur, que le fait qu'il quitte son bureau pour aller dans le bureau d'un collègue, ministre, ou bien que le fait qu'il quitte une ville et qu'il entre dans une autre ville, ou bien qu'il quitte une ville ou entre dans un autre pays. Donc tout ça, ce sont les déplacements que vous devez gérer, que vous devez agencer en amont, pendant et après le déplacement de votre VIP. Alors, si on comprend bien, parce qu'une fois que c'est présenté comme ça, la première question qui me vient à l'esprit, c'est à quoi est-ce que ça sert? Je veux dire, si j'ai envie de me déplacer, que je dois aller dans le bureau d'Ivanov, je me lève et j'y vais. Si je veux aller, je sais pas, quelque part, je me lève et j'y vais. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, lorsqu'on a un VIP, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un pour organiser tout ceci? Quel est l'intérêt de mettre en place toute cette organisation? Si vous êtes une personne lambda, ça ne pose aucun problème. Oui, quelqu'un comme moi, lambda. Lambda, voilà. C'est comme si vous me disiez, bon écoutez, il y a Mbappé qui doit aller acheter une baguette à la boulangerie. Mbappé, le fameux joueur. Oui. Quand il n'était pas encore connu, ça ne posait pas de problème. Mais maintenant qu'il est connu, il ne peut plus se déplacer, faire 1 mètre sans qu'il ne soit accompagné ou que son déplacement soit organisé. C'est à la même échelle des responsables politiques. Un responsable politique, il a un agenda chargé, il a une tonne de choses à faire, il ne peut pas tout faire.
certaines choses dans ces déplacements doivent être organisées par quelqu'un qui a l'habitude, qui pratique le protocole et qui sait ce qu'il y a à faire. Un déplacement doit toujours être valorisé, c'est très important. Le déplacement de votre VIP doit toujours être valorisé. Il faut qu'il sache où il va, qui il voit, ce qu'il fait et quand il part. Parce que quand il part, son agenda est déjà préparé avant qu'il quitte son bureau. Chaque étape doit être séquentiellement respectée. S'il doit aller voir un collègue, il a un nombre de temps à faire, il a un nombre de sujets à aborder, il ne doit avoir aucune surprise lors de ce déplacement. Et c'est à cela. S'il y a un petit bout de caillou sur le chemin, il faut que ce petit bout de caillou se déplace. Il faut quelqu'un pour le déplacer. C'est exactement ça. En fait, il faut optimiser le déplacement de son VIP, l'optimiser, l'organiser, le valoriser comme tu as dit. Est-ce que tout ceci, du coup, ça intègre aussi directement la question de la sécurité? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça intègre la question de la sécurité, mais ce n'est pas du domaine du protocole, bien sûr. Les deux doivent travailler en parfaite harmonie. Les deux doivent travailler, je le répète, en parfaite harmonie parce qu'il y a des sujets de sécurité dont le protocole ne peut pas aborder, parler. Et il y a des sujets du protocole qui ne concernent que le protocole. Donc, les deux doivent, à un moment donné, harmoniser pour que le déplacement de VIP se fasse dans des conditions optimales. Alors, dans ce cas, comment accède-t-on au statut de chef de protocole? Parce qu'une fois que tu me présentes concrètement ce que c'est que cette fonction, ce que ça intègre en fait comme responsabilité, je comprends que c'est une responsabilité énorme. Tu as dit que le chef de protocole a un lien direct avec le VIP. Exact. C'est lourd comme responsabilité. Je veux dire, on voit les présidents quand ils se déplacent, on voit les ministres et tout ça. C'est très lourd comme... La première chose à avoir en tête lorsque vous faites du protocole, c'est la disponibilité. C'est vraiment vous détacher de tout. Renoncer à tout ce qu'il y a autour de vous, même à votre famille, malheureusement. Il faut y renoncer parce que le mouvement de votre VIP ne s'arrête jamais. Un VIP, lorsqu'il est en train de travailler, même quand il est chez lui, il continue de travailler. Il faut toujours avoir un temps d'anticipation sur ce qui peut rentrer dans un sujet ou pas. Mais en plus de ça, il faut avoir l'esprit assez ouvert pour anticiper toute chose qui viendrait sans avoir été prévu. Tout ça, ce sont des capacités d'adaptation que vous devez avoir. Vous devez vous décharger de tout et être complètement au service de votre VV. Parce que vous le voyez le matin quand il arrive. Déjà, premièrement, vous êtes la personne qui doit voir lorsqu'il arrive. Vous établissez un agenda par rapport à ce que vous avez dit la veille ou bien par rapport à ce qui va arriver demain. Et ensuite, ces agendas doivent être déroulés au millimètre près dans la journée parce qu'il y a des obligations. Et ensuite, vous vous rassurez qu'après que tout ça soit fait, après que la journée soit terminée, vous dites au revoir à votre VIP pour le retrouver le lendemain, le retrouver avant qu'il ne soit au bureau. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas des événements dans la nuit, où vous devez absolument le suivre aussi là-bas. Exactement. Ou bien s'il estime que vous l'avez déjà assez fait, vous l'avez déjà accompagné dans la journée, il peut faire déléguer ce genre de tâches à d'autres personnes qui peuvent le faire peut-être dans un cadre plus privé. Mais encore, il peut encore avoir besoin de vous, même dans un cadre privé. Dans ce cas, il faut vous déplacer. Vous n'avez pas le choix. Alors, on a dit que le protocole organisait tous les déplacements du VIP. Donc, on comprend que là, c'est dans le cadre professionnel. Mais tu viens de dire que même dans le cadre privé, supposons que le protocole ait envie d'aller voir ses enfants, qui sont par exemple le VIP. Le VIP, pardon. Que le VIP ait envie d'aller voir ses enfants, qui soit par exemple dans un campus, ou aller rencontrer sa femme, ou je ne sais pas. Enfin, quelque chose qui relève véritablement du domaine privé. Est-ce que dans ce cas, il fait aussi appel à son protocole? Là, vous en discutez. Vous en discutez, il vous donne les instructions. S'il estime que c'est assez privé pour ne pas apporter la lourdeur du protocole à ce déplacement, parce que lorsque nous on se déplace, lorsqu'il se déplace, que vous ne le vouliez pas, il y a du sérieux qui suit ça. Il y a des événements familiaux dont on n'a pas besoin de sérieux. Et puis on ne peut pas vivre que du sérieux toute la journée. À un moment donné, il faut se relâcher. Il faut oublier qu'on est un VIP, que nous sommes quand même une personne, on est d'abord une personne à part entière, avec les besoins basiques qu'il faut. Donc il y a certains besoins basiques dont le VIP estime que vous n'avez pas besoin d'être là. Il y a d'autres, il peut estimer que c'est privé, c'est vrai, mais compte tenu de l'importance des invités, il faut un minimum de préparation, d'organisation,
d'enchaînement d'événements. Dans ce cas, il peut vous demander d'être là, mais peut-être pas aussi impliqué que comme au bureau. Mais c'est un peu comme quand il y a des décès de personnalités importantes, les cérémonies, donc les veillées mortuaires, là où parfois des VIP doivent prendre part et apporter des ça, c'est du travail. Ça, c'est un déplacement officiel. Votre VIP dépose une gerbe de fleurs au décès d'un ancien membre du gouvernement ou bien au décès d'un ancien président des institutions ou bien d'un ancien premier ministre, par exemple. Il dépasse. Ah oui, ça, c'est du protocole. Il faut anticiper, être avant, savoir à quelle position il passe. D'abord, vous arrivez avant, vous estimez le parterre d'invités sur place, vous les catégorisez. Vous devez savoir qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, qui est le numéro 3 et à quelle place est situé votre VIP. Vous faites en sorte qu'il soit programmé à la place qu'il mérite là, à l'événement. Des activités. Et vous vous organisez avec la sécurité et d'autres services pour qu'il arrive à temps, pour ne pas qu'il attende trop longtemps. Donc, effectivement, comme je vous ai dit, tout déplacement de votre VIP doit être valorisé. Et c'est vous qui donnez la valeur à ce déplacement en l'anticipant, en l'organisant et en faisant en sorte qu'il parte dans des conditions optimales. Alors, on a compris que c'est très important d'avoir un protocole, comme on l'a dit, pour organiser, optimiser l'emploi du temps du VIP. Mais par exemple, lorsqu'on regarde, je parlais tout à l'heure en introduction, des événements, on peut voir en Angleterre, par exemple, si vous rencontrez la reine, vous devez, enfin, le roi, parce que la reine, elle n'est plus, désolée, l'habitude. Non, mais elle a vécu, on peut encore parler d'elle, pas de problème. Ça si vous rencontrez le roi ou la reine, bah, vous ne devez pas être la personne qui tend la main en premier. Bien sûr. Il y a une certaine manière pour de s'incliner. C'est comme quand on s'adresse à un président de la République. Je pense qu'il faut rajouter excellence ou ce genre de choses. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il faut faire tout ça? Parce que, alors, le protocole, par définition, si je peux me dire, si je peux schématiser, c'est... Je vais schématiser parce qu'il y a une définition dans le dictionnaire qui parle de... En fait, le protocole, c'est la façon d'accueillir et de recevoir. Et tout le monde n'accueille pas de la même façon. Selon l'endroit où vous partez, il y a des prédispositions déjà établies que vous devez respecter lorsque vous arrivez en tant que VIP. Et comme je vous le dis, le déplacement, comme vous dites en Angleterre, c'est que si votre VIP doit se déplacer en Angleterre, les deux protocoles sont déjà en discussion des mois avant la date d'arrivée du VIP. Donc, vous harmonisez votre VIP, vous savez ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Et celui qui vous reçoit, c'est comment vous orienter, comment vous coloniser, comment son peuple accueille, quelles sont les dispositions, Alors, et on harmonise pour les respecter au strict maximum. J'allais dire strict minimum, mais c'est pas le terme. Pour les respecter au maximum. D'accord. Donc, on organise. On se dit, bon, j'arrive à telle heure, je veux voir ceci. Je suis accompagné d'abord de tel nombre de personnes. Il faut les loger. Il faut qu'ils se déplacent dans la ville. Il faut caler des agendas. Il faut caler des dîners officiels. Donc, tout ça, il faut faire des plans de table pour savoir par quelle catégorie de personnes, là où votre VIP sera assis par rapport à son rang. Parce que si vous vous trompez de rang, vous mettez, je vous ai dit un terme important, c'est valoriser. C'est ce que vous devez avoir en tête lorsque vous travaillez avec un VIP. Vous devez valoriser lorsque vous faites du protocole. Bien sûr, ça ne se passe pas toujours comme on souhaite, mais au moins, il faut présenter cet état d'esprit et être prêt à rectifier au moment où il faut des choses qui ne vont pas dans le sens qu'il faut. Mais donc, il faut un grand travail, il faut une grande capacité, une grande connaissance en culture générale. Ce qui m'amène à la prochaine question. Tu as dit, Grand, qu'un protocole, un responsable, un chef du protocole doit d'abord être disponible. Quelles sont les autres qualités humaines qui déterminent ou qui sont essentielles à ce métier? Parce que si on n'a pas de culture générale et qu'on arrive à un endroit, on ne sait pas où positionner son VIP, c'est grave. Voilà. Il faut une culture générale, il faut avoir une tête bien faite déjà. Déjà, il faut avoir une tête bien faite. Une tête bien faite ne veut pas dire une tête bardée de diplômes. Hein. Il faut avoir l'esprit assez dégagé, assez clairvoyant. Il faut avoir l'esprit d'anticipation, celle d'écoute, rester silencieux, ne faire que son travail déjà, c'est ça. Et ensuite, un autre atout, c'est qu'il faut parler au moins une langue étrangère. Au moins. Au moins, il faut parler une langue étrangère parce que lors des déplacements,
à l'étranger, lorsque deux personnes se rencontrent, ne parlent pas la même langue, ils ont tendance à parler au moins anglais. Donc, c'est ce qu'il y a en commun. Au moins. Donc, voilà. Ce sont des atouts pour le métier. Et bon, en dehors de ça, voilà, il faut établir un lien. Et alors là, c'est important, il faut réussir à établir un lien de confiance avec son patron. Parce qu'à un moment donné, il vous suivra les yeux fermés. Ce qui lui permettra de fermer les yeux, c'est la confiance qu'il a remise en vous, dans ce que vous faites et de ce que vous lui avez montré. S'il est convaincu à 100% que vous êtes la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, et que vous faites votre travail de manière convenable, s'il est convaincu de votre expertise, en ce moment, il vous suivra les yeux fermés. Et vous le défendrez même mieux dans ce genre de relation, de confiance que vous allez établir. Donc, il faut être silencieux. Est-ce qu'on peut aussi dire que dans ce cas, la discrétion et la capacité à garder les secrets et à pas les raconter. Bien sûr, vous savez, couper le vendredi, le week-end avec les amis. Ah mais tu sais, le patron, il a vu tel, ils ont discuté de ça. Mais non. Quand vous avez quitté le bureau, vous fermez votre veste, vous mettez les deux boutons, votre bouche, si je peux me la permettre, reste fermée jusqu'à ce que vous la rouvrez le lendemain. Et que si vous avez des questions à aborder, vous abordez que des questions de copains, d'amitié. Voilà, vous ne mélangez pas. Et pire encore, il faut avoir la retenue nécessaire parce qu'il y en a qui savent vous travailler, qui vont vous titiller, qui vont pousser des choses, qui vont dire des choses, qui vont prêcher le faux pour avoir le vrai. Et puis un jour, si vous dites un mot, on dira plus, c'est plus lui qui l'a dit, mais c'est ce monsieur qui l'a dit. On vous a poussé à le dire, mais vous avez sorti le mot. Donc, des secrets, c'est pas des secrets en tant que tels, c'est simplement que ce sont des dispositions qu'on prend. Ce sont des dispositions qu'on prend et on ne veut pas que certaines personnes aient ces informations, ces dispositions à l'avance. Parce que quelqu'un peut contrecarrer, dire que bon, par exemple, votre VP, il va à une réception à midi, à 13h, il a une réunion très importante, une réunion confidentielle. Il faut tout faire pour qu'il quitte cet endroit à l'heure qu'il faut, sans pour autant dire le motif réel, pourquoi est-ce qu'il s'en va. Donc vous voyez, vous devez avoir assez de jugeote pour faire en sorte que son départ de l'endroit où il était ne soit pas mal perçu, mal pris, et vous ne dévoilez pas la raison pour laquelle il doit partir. Vous voyez, et ça, il faut le faire. Ça, c'est très important. Ça, il faut le faire. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas du tout. Ça, il faut le faire. Et ça ne s'apprend pas à l'école, malheureusement. Oui, vous voyez, il y a clairement. des choses, vous aurez beau faire l'école. C'est pour ça que je dis, être bardé de diplôme, c'est pas forcément suffisant. C'est pas une garantie. Vous avez la tête claire, vous avez les idées bien posées, vous êtes bien éduqué. Hein, vous vous présentez bien, vous êtes propre, vous avez le souci des détails. Je pense qu'à partir de là, les choses peuvent aller. D'accord. Aujourd'hui, enfin, on le voit, hein, à la fois on voit des cérémonies qui sont parfaitement millimétrées avec des personnes qui savent exactement ce qu'elles ont à faire. À la fois, il nous est aussi déjà arrivé de voir certains événements où vous voyez un VIP arriver et puis il va passer un temps debout et puis vous allez voir quelqu'un qui s'agite, qui tourne à gauche, à droite, qui parle fort, qui chauffe, comme on dit au quartier, pour essayer de trouver la place de son VIP, faire des choses. Donc on comprend bien que parfois aussi, il y a aussi des couacs lorsqu'on parle de protocole. Et c'est pour ça que je voulais aborder cette question aujourd'hui. Parce que certains pourraient penser que cela se résume à des tâches d'accueil et de service simples. À première vue, cela peut sembler à la portée de tout le monde. Je veux dire, moi, on peut m'appeler « Gina, tu seras chef de protocole et tout ». Alors, pourquoi est-ce qu'un responsable administratif devrait confier ce travail de chef de protocole à un professionnel? Parce que d'abord, premièrement, il a beaucoup de choses à faire. Il est très occupé, il est débordé. S'il a une tâche, il a une grande tâche, une grande responsabilité, il sera débordé. La réussite de sa tâche dépendra de la qualité des collaborateurs qu'il aura autour de lui, qui vont l'aider à soulever la charge. Dans ce cadre-là, le protocole est un maillon très important. Il faut, comme je vous ai dit, depuis qu'on parle depuis le départ, il faut un professionnel pour organiser les déplacements, l'agenda, les réceptions, les déplacements à l'intérieur, à l'extérieur, dans la ville du pays. C'est vraiment très, très, très important. Et surtout, en plus de ça, il arrive souvent que certains protocoles ont un réseau bien établi, des endroits qui sont connus d'eux et dont ils peuvent faciliter l'accès.
Donc, tout ce réseautage-là, ils le mettent à la disposition de leur VIP pour faciliter tout ce qu'il y a à faire dans ses déplacements, dans ses mouvements, dans ses conférences. Et voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Donc, on ne peut pas choisir quelqu'un comme ça. C'est mieux de ne pas choisir quelqu'un comme ça, là, et puis dire, voilà, tu vas faire le protocole. C'est mieux, mais encore, on peut apprendre en observant. Parce que le protocole, ce qui est bien dans le protocole, c'est qu'il se pratique. Ce n'est pas une dissertation. Vous voyez? Il se pratique, il s'observe, il se voit. Vous avez la possibilité de connaître. Mais il faut dire que le plus important aussi, lorsqu'on choisit quelqu'un du protocole, il y a un élément important dont on a parlé tout à l'heure, c'est la confiance. Si vous avez confiance en quelqu'un, et que même s'il ne fait pas de protocole et que vous estimez qu'il peut apprendre pendant 2-3 mois, vous le faites. Vous le faites. Ou bien si vous estimez que votre charge est tellement lourde que vous n'aurez pas le temps de patienter que quelqu'un prenne 2 ou 3 mois pour apprendre le protocole, vous prenez quelqu'un qui est déjà un expert du protocole, qui vous est recommandé par d'autres personnes. Donc ce sont c'est le pouvoir discrétionnaire du VIP. Ça, il peut utiliser ça comme il veut. Voilà. Alors, là, on a parlé un petit peu du métier, de comment toi, tu le vois et surtout ce que c'est. Ça, là, c'est immuable, quoi. Partout où on passe, je pense que tout le monde serait d'accord avec ça. Et si on parlait, du coup, un petit peu de toi, depuis combien de temps tu exerces ce métier et puis surtout, où est-ce que toi tu l'as appris? Tu viens de dire que le protocole, ça se pratique, ça ne s'apprend pas. Ouais, ça se pratique. Alors moi, je suis un pur produit des affaires étrangères. Il faut dire que le protocole est un démembrement du métier de diplomate, parce que nous sommes habitués à côtoyer des ambassadeurs. Et sur certains points du protocole, les ambassadeurs sont très très stricts. Ils sont très très stricts. Donc lorsque vous êtes des affaires étrangères, vous devez au minimum maîtriser, pas maîtriser, mais approcher cet aspect du protocole qui existe là-bas et qui est bien poignant lorsque vous arrivez. Le bâtiment est imprégné de protocoles parce qu'il faut commencer par respecter le secrétaire général, il faut commencer par le directeur, il faut mettre chacun à la place qu'il faut. Lorsqu'il y a réunion, c'est quelque chose c'est un détail sur lequel beaucoup de monde a appuyé aux affaires étrangères. Et il s'avère que dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être chef de division cérémoniale à la direction du protocole du ministère des Affaires étrangères, où j'ai commencé ma carrière. Je pense qu'on est en 2005 ou 2008, je ne me rappelle même plus. Donc, et j'ai eu là, déjà, cette première expertise-là, d'entrer dans le bain et de côtoyer tout ce qui est ambassadeur, tout ce qui est... Et c'est là où on se rend compte que lorsque vous avez des étrangers chez vous, vous avez intérêt à ce qu'ils soient bien traités, bien placés et qu'ils se déplacent facilement. Donc c'est à partir de là, donc lorsque vous avez dit ça, et puis après, si vous arrivez à vous faire remarquer, un VIP vous appelle, vous venez vous occuper de son protocole, et c'est là que j'ai commencé. Je suis rentré dans le protocole d'un VIP qui est venu me chercher au ministère des Affaires étrangères. Et c'est comme ça. Mais ensuite, je suis allé en Angleterre. Je suis aussi allé en Angleterre où j'ai appris certains rudiments très, très importants. Vraiment très, très importants. La façon, je ne vais pas détailler, mais j'ai appris quelque chose là-bas aussi. Donc, je suis revenu avec ça. Ça n'a fait que bonifier ce que je connaissais déjà. Et alors, depuis ton départ du ministère des Affaires étrangères, après avoir été coopté par un VIP pour être chef du protocole, tu as été chef du protocole de combien de VIP? Un seul, toutes ces années, ou différents VIP? Je suis à mon deuxième VIP. J'ai été 12 ans au protocole d'un seul VIP. C'est que c'est de longues histoires d'amour, du coup. Écoute, tout à l'heure, je parlais de confiance. Et il faut imprégner, il faut que votre VIP s'appuie sur vous. J'ai envie de dire les yeux fermés. Si vous arrivez à ce niveau de relation, de confiance avec votre VIP, vous avez fait une bonne partie du chemin. Waouh. 12 ans. Vous avez fait une bonne partie du chemin et c'est difficile de se séparer de ce genre de personnes. C'est extrêmement difficile. Dans la mesure où si vous partez, le gouffre que vous allez laisser nécessitera au moins 2 fois le nombre d'années que vous avez mis à le mettre, à l'occuper. Oui. Vous voyez? Et certains VIP ne peuvent pas se permettre ça parce que leur agenda est surbooké. Ils ne peuvent plus. Donc, si sincèrement vous arrivez à établir cette confiance, à mettre les choses en place, à travailler avec tous ceux qui sont autour de votre VIP, parce qu'il n'y a pas que le protocole. Si le VIP convoque son cabinet, il faut que vous ayez les numéros de tous ceux qui sont au cabinet de VIP.
il faut que la secrétaire particulière puisse travailler aussi avec vous, la sécurité, les conseillers. Donc, on est sur un métier stable parce que le VIP, même après toute cette période-là, quand le VIP part, enfin, quand je veux dire, même si les choses changent autour du VIP, vous ne changez pas du tout. Vous pouvez ne pas changer. Le VIP aussi peut estimer que vous avez fait assez de protocoles et que vous pouvez être bon dans un autre domaine. C'est tout à fait possible, mais ça reste dans la logique de l'évolution de carrière, hein, qui des fois, à un carrefour, on peut décider que bon, voilà, vous allez prendre tel chemin au lieu de tel chemin. Mais ça, c'est autre chose. C'est vrai que tu n'as pas voulu détailler ce que tu as appris en Angleterre, mais au fil de toutes ces années, parce qu'on parle quand même d'une expérience de plus de 15 ans, c'est-à-dire que c'est énorme. Donc, au fil de ces années, quelles sont les compétences que tu as développées et surtout, quelles sont les leçons cruciales que tu as apprises qui sont déterminantes pour ce métier? Ce que j'ai appris, j'ai souvent du mal à l'extérioriser par la parole. Vraiment, c'est un problème. Ça, c'est peut-être personnel. Hein. Ce que j'ai appris, j'ai du mal à l'extérioriser par la parole, mais je préfère qu'il transpire de moi lorsque je suis en action. Je vais dire ça comme ça. Je préfère le laisser sortir lorsque... Parce que j'ai envie de dire que quand vous faites du protocole, vous développez un sixième sens. Il y a des choses que vous voyez même avant qu'elles n'arrivent. Il y a des choses que vous replacez avant que ça ne se gâte. Je ne sais pas d'où ça vient, mais vous arrivez dans une salle, vous portez un regard dans la salle, vous savez ce qui ne va pas. Sincèrement, je ne sais pas d'où ça vient. Vous savez ce qui ne va pas et vous allez directement modifier, comme vous pensez que cela doit être. Et ensuite, il s'avère que c'est ça. Il peut s'avérer aussi que ce ne soit pas ça. Mais voilà, c'est l'une des qualités. Vous n'avez pas besoin d'une heure pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la salle. Et ça, vous y allez tout de suite. Et quand quelque chose se passe, lorsque vous sentez que ça va bientôt déraper, vous allez changer. Voilà, c'est pas... je sais pas. Je pense que c'est un réflexe, mais bon. Est-ce que le protocole intervient aussi sur la présentation vestimentaire du VIP? Oui, bien sûr. En fonction des événements? Bien sûr. Vous n'intervenez pas. Comment dirais-je, vous lui faites comprendre, et il le comprend très bien parce que c'est des personnes assez qui ont beaucoup d'expérience, qui sont visionnaires aussi. Ils savent s'adapter par rapport aux événements. Ils savent que bon, quand c'est telle personne, je veux faire ceci, je veux faire cela. Si la personne est vraiment butée et qu'elle n'arrive pas à se décider, elle va vous poser une ou deux questions pour savoir dans quelle direction elle peut aller en termes de vêtements. Mais ça, c'est seulement si elle veut poser, si le VIP veut poser. S'il ne veut pas, il observe seulement. Il s'adapte par rapport à ça. Donc, le protocole peut aider dans ce sens, mais en termes vestimentaires, il y a les conseillers, il y a les amis, tout le monde qui peut intervenir là-dessus. Alors aujourd'hui, en étant dans ce monde, je pense qu'au Gabon, on a beaucoup de VIP, enfin surtout à Libreville. Parce que si on compte les ministres, si on compte les ambassadeurs, si on compte toutes les personnes importantes, je veux dire même les directeurs généraux, parfois ils en ont besoin, ou alors les chefs d'organisation internationales et tout. On a vraiment beaucoup de VIP. Alors à l'observation de ce domaine, quels sont les points qui, selon toi, méritent d'être améliorés ou des choses qu'il faut vraiment que l'on regarde avec un peu plus d'attention? Là, je veux un commentaire critique un peu sur l'environnement. Alors, on évolue. Moi, je trouve qu'ici, on évolue un peu de manière... archaïque. Vieillotte. Artisanale. D'accord, artisanale, c'est mieux, c'est gentil. Je vais rester... Oui, mais c'est pas parce que les gens ne sont pas bons. C'est parce qu'il faut structurer tout ça. Il faut aller au-delà de la pratique. C'est-à-dire qu'il faut instituer des normes, des habitudes, des traditions, des règles à respecter. Mais ça, c'est difficile à faire parce que le protocole, ce n'est pas un métier où tout est 1 + 1 = 2. Vous voyez, c'est pas genre H2O, c'est de l'eau. Vous voyez, on va dire, on peut créer là, bon, en dehors de ça, on peut mettre encore ici à côté. C'est un faisceau de possibilités. Alors, lorsque des faisceaux de possibilités se rencontrent, c'est toujours difficile de s'entendre.
c'est toujours difficile de s'entendre. Je parle de manière imagée, je pense que tu comprends, tu vois Oui, où est-ce que je veux aller. Je ne peux pas mettre les mots sur les détails, mais c'est ça. Lorsqu'un faisceau de possibilités rencontre un autre faisceau de possibilités, au lieu d'en faire un, ça multiplie les possibilités. Ouais. Donc vraiment, c'est vraiment délicat, c'est vraiment difficile à soulever, mais il faut avoir le courage de plonger la main dedans et de pétrir la pâte. Ce qui m'emmène à ma prochaine question. En voyant tes collègues responsables de protocole, chefs de protocole, faire leur métier, toujours dans cet esprit critique, mais pas la critique de nous, là, quand on est au quartier, la critique de apportons une amélioration à ce que nous faisons. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner qui permettraient d'améliorer la pratique? Je vais te surprendre, je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que le protocole, c'est une relation entre le VIP et sa personne. D'accord. C'est tout. Je n'en ai pas parce que je ne connais pas à quel degré de confiance ils sont. Je ne sais pas les critères, la base sur laquelle le VIP a pris sa décision. Je ne sais pas ce que lui, il apporte au VIP de manière régulière. Voilà. Mais je suis aussi tolérant que lorsqu'on fait du protocole, on peut se tromper. Que tout n'est pas parfait. Que tout est prévu, mais il faut garder l'esprit assez ouvert pour s'adapter à un imprévu. Vous pouvez prévoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez déterminer tout ce que vous voulez. Le grain de sable arrive au moment où vous ne vous y attendez pas. Là, vous avez deux choix. Soit vous baissez les bras, soit vous vous adaptez. C'est à vous de voir. Donc, difficile d'un protocole de donner des conseils à un autre protocole, si ce n'est de continuer à observer les autres qui sont en train de travailler. Le protocole, c'est de la pratique. Sincèrement. C'est pour ça que je te dis que, sincèrement, je ne peux pas te répondre en disant que j'ai des conseils. Je te dirais simplement que je n'en ai pas. Et je ne pourrais même pas me permettre. Alors, on irait du coup sur cette... c'est une question que je pose souvent. Quelle est l'expérience pour toi de toute ta carrière qui a été vraiment celle qui t'a donné de grosses sueurs froides, sans pour autant nous présenter les détails, hein, mais une idée générale, une expérience qui t'a vraiment donné des sueurs froides dans ton métier? Il y en a plein. Il y en a plein, mais je peux te dire que je me suis retrouvé au bout du monde, sans repère, loin de chez moi, à un endroit où... déjà, moi-même, dans ma vie, je ne pensais même pas que je pouvais aller là-bas. Voilà. Et je me suis retrouvé tout seul, avec des collègues, dans un aéroport, sur un bout de piste, complètement isolé, sans communication. Pendant 20 heures. Sans possibilité de savoir si j'allais atteindre mon objectif, soit partir chez moi. Dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, bien sûr. Donc, complètement isolé, hein, dans un pays, je ne veux pas citer le nom parce que je ne veux pas qu'il y ait des... Voilà, je ne vais pas citer les noms, mais je me suis retrouvé en bout de piste dans un avion pendant 20 heures dans un pays dans lequel je n'imaginais même pas un jour dans lequel je pourrais m'arrêter, et complètement isolé, sans communication. Alors ça a été une frayeur. Comment je fais pour t'en sortir? Il a fallu attendre, être patient, insister, bousculer. Ça, c'est important aussi. Il faut savoir, c'est un terme qui n'est pas protocolaire, mais il faut savoir bousculer. Voilà, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut mettre de la pommade, on met de la pommade. Mais quand c'est la poigne, on y va. Il ne faut pas hésiter. Tout ça, ça peut contribuer à valoriser votre VIP. Donc, on a beaucoup bousculé. Et puis, bon, voilà. Au fur et à mesure, le jour s'est un peu éclairci. Et puis, voilà. On va dire ça comme ça. Et dans ce cas, et du coup, la prochaine question qui va suivre, quelle est l'expérience, du coup, qui pour toi restera ta plus belle expérience de ton travail de chef de protocole? Ouh. Il y en a beaucoup. Là, je peux pas. Là, il y en a beaucoup. Là, il y en a plein. là, je peux pas catégoriser. Mais une seule qui est vraiment quelque chose de cher à ton cœur, qui te fait croire que c'est un beau métier. C'est un beau métier. Ouf. Quand je rencontre des personnalités dont je ne peux pas imaginer rencontrer, voilà. C'est vrai, on fait beaucoup de rencontres. C'est un réseautage. Exactement, c'est un réseautage. Quand je rencontre des personnalités dont je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour je pouvais les rencontrer. Mais ça reste mon expérience, je garde ça pour moi. Des fois, je n'ai même pas envie d'immortaliser. Je veux simplement que ça reste dans un coin de ma tête. Ça, je sais, je l'ai vécu. Ça, je sais, je l'ai fait. Et puis tout le reste, basta. Voilà. Alors,
On a parlé, bien entendu, des capacités qu'il fallait avoir pour faire ce métier de protocole. On a parlé aussi des compétences, comme le fait de parler une seconde langue. On a parlé de l'organisation, de l'organisation personnelle du chef du protocole. Mais selon toi, aujourd'hui, et de tout ce que tu as appris de toutes ces 15 années d'expérience, qu'est-ce qui fait la différence dans ce métier ? On a parlé de la discrétion. Quelqu'un peut tout avoir, discret, il est organisé. Quelle est la chose qui fait vraiment la différence dans ce métier ? La confiance. La confiance. Dès qu'on a confiance en vous, la confiance, vous voyez, c'est fragile. C'est à la fois beau, à dire, c'est à la fois beau, exultant, mais c'est très, très fragile. Le travail que ça demande pour la conserver est énorme. Le travail que ça demande pour la bâtir est énorme. Exactement. Mais en une fraction de seconde, c'est parti. Oui, non, bien sûr. Ça va en vrille à n'importe quel moment. Mais quand ça va en vrille, vous avez la possibilité de recoller. Le plus important, c'est de ne pas enchaîner deux bourdes qui font en sorte que la confiance soit gaspillée. Lorsque vous construisez quelque chose et qu'un grain de sable vient, bon, écoute, ça peut arriver. Votre prochaine étape, c'est travailler pour établir la confiance. Si en travaillant pour établir la confiance, vous faites encore une autre erreur, là, c'est autre chose. Mais si vous parvenez à la rétablir, peut-être que ce ne sera plus la même chose, mais au moins, les choses seront déjà en bon. Moi, je pense que la confiance, parfois, le grand s'est pris par certains VIP comme étant un point de faiblesse. Je veux dire, lorsqu'on a un poste aussi important et qu'on a d'aussi grandes responsabilités sur ses épaules, je ne vais pas dire que l'expérience a prouvé, mais tu sais, l'actualité et puis plusieurs événements que nous avons déjà vécus dans notre environnement montrent que tu fais confiance à quelqu'un et puis après, je ne sais pas, il s'en sert en fait pour te desservir. Donc parfois, les gens, à certains niveaux, ils sont très réfractaires à confier leur... c'est le côté double tranchant de la confiance. C'est la vie de tous les jours. Ça, vous allez je sais pas, prendre toutes les résolutions qu'il faut, mais c'est le côté double tranchant de la confiance. Vous portez la confiance, d'accord. Un jour, vous pouvez la perdre. Un jour, ça peut vous servir. Un jour, ça vous dessert. Donc, voilà. C'est comme ça. Mais il faut faire avec. Il faut faire avec, que ce soit bon ou pas. Il faut faire avec. Il faut savoir la tenir. Il faut savoir l'entretenir. Il faut savoir la créer. Et puis, un jour, peut-être, il faut arriver aussi qu'elle ait une fin. Pourquoi pas ? La confiance peut s'épuiser. Donc, c'est quelque chose qu'on entretient du jour au lendemain. Mais je pense que le fait que votre patron, en tant que protocole, sait ce que vous êtes et ce que vous valez, ça, c'est un point important pour lui parce que ça le débarrasse déjà de s'occuper de ça. Il se concentre mieux ailleurs sur ce qu'il a à faire, sur la tâche qu'on lui a confiée. Je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, est le plus appréciable dans ton travail de chef de protocole ? Oui, il faut le dire. Voyager. Là, j'ai pas pris de gants. Oui. Voyager. On voyage beaucoup. Oui, on voyage beaucoup. Si on a un VIP qui ne voyage pas... Vous voyagez dans votre tête. Je ne sais pas, organisez-vous. Mais c'est à vous de voir. Mais voyager, c'est l'un des côtés les plus attrayants de la profession. Lorsque vous arrivez à montrer que vous pouvez valoriser à l'extérieur, bien sûr, que vous apportez quelque chose en voyageant. Parce que voyager, ce n'est pas seulement le fait de prendre un avion, c'est le fait d'aller, d'apporter quelque chose, la pierre à l'édification, faciliter telle ou telle chose. Mais au-delà de ça, lorsque vous avez un petit moment de pause, vous pouvez vous récréer. Voilà. Donc, vous voyez des gens. Un jour, je suis allé en Azerbaïdjan. Waouh! Mais je ne pourrais même pas... Bon, le pays dont je parlais, ce n'était pas celui-là, mais j'ai été surpris de la qualité de l'accueil des gens en Azerbaïdjan. Extraordinaire. Alors, l'un des objectifs aussi que nous essayons d'atteindre avec le podcast, c'est véritablement de susciter de l'envie ou de l'intérêt pour certains métiers ou certaines professions que l'on présente. Aujourd'hui, pour les jeunes qui nous écoutent et qui se diraient « Ah, moi, j'ai vraiment envie de faire ça », on peut avoir un jeune là, au moment où on parle, qui est quelque part dans Libreville ou à Franceville ou Moanda, parce que le podcast est du coup en ligne, on peut l'écouter de partout dans le monde, mais qui n'a que le baccalauréat, par exemple, mais qui a des attitudes incroyables. Il est poli, il s'exprime bien, il présente bien, il est propre et ainsi de suite. Et il se dit, moi, j'aimerais bien faire ce type de métier un jour dans la vie.
quels sont les conseils et les directives que tu pourrais donner aux jeunes pour les intéresser à cette profession? D'abord, il faut qu'ils se rapprochent des affaires étrangères, sincèrement. Je ne dis pas ça pour discriminer les autres, mais c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ, ce n'est pas le seul, mais c'est le mien. Donc, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Donc, je pense qu'il faut se rapprocher des affaires étrangères parce que c'est... pas que c'est eux les mieux formés, mais c'est mieux qui appréhendent mieux la sensibilité de la préséance. Je vais dire le terme, de la préséance. Voilà. La préséance est énormément appréciée et énormément vulgarisée au niveau des affaires étrangères. Et c'est un bon commencement pour le protocole. Il faut savoir qui est qui s'assoit à tel endroit, qui vient avant qui, quelle est la place de tel, à quel moment il faut se déplacer. C'est ce qu'on appelle la préséance. Ça, vous ne pouvez pas vous en départir lorsque vous faites du protocole. C'est un élément important. Et ça se retrouve effectivement au ministère des Affaires étrangères où il faut, y aller. Ouais, il faut côtoyer. Voilà, il faut côtoyer. Et puis, bon, ouais. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment un métier qui fait vivre son homme? C'est une fonction. Alors, j'ai envie de dire que c'est une fonction. Une profession, oui. Vous êtes nommé, c'est une fonction. On vous appelle à être là. Vous ne sortez pas de l'école en étant expert du protocole. En tout cas, au Gabon, ici, je ne connais pas une école qui le fait. Peut-être ailleurs, il y a des écoles qui le font. Mais il faut s'en rapprocher au maximum. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et donc, en étant chef de protocole, on vit très bien. Et du coup, les jeunes peuvent s'intéresser à ce métier. D'accord. Bon, on prendra ça pour un oui, alors. On y va. Je pense qu'on est arrivé au terme de notre interview, sauf si tu voulais rajouter quelque chose. Non, pas du tout. Juste te remercier. Voilà. C'était un plaisir de te revoir. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'était vraiment un plaisir. Je pense que même Ivanov, il a compris des points qui étaient importants. Moi, je retiens des points qui sont capitaux pour moi, parce qu'on a beaucoup parlé de ces points-là, parfois un petit peu de manière voilée. Il y a des valeurs que nous devons absolument cultiver et qui font la différence lorsqu'on travaille dans un domaine ou dans un autre. Je parle notamment du respect, je parle notamment de la discrétion, je parle notamment de la retenue, de la réserve. C'est des choses qui, au fur et à mesure qu'on évolue avec le temps, les gens ont tendance à laisser ça de côté. Pourtant, c'est des points très importants. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il faut tout dire, tout le temps, à n'importe quel moment et à n'importe qui. Les gens n'ont plus vraiment de retenue. Exemple, 2 points, vous retrouvez les documents administratifs sur Internet. Vous comprenez qu'il y a des gens qui ne comprennent plus en fait à quel niveau ils se situent et quelle est la valeur de leur travail. Exactement. Au-delà de ça, il y a aussi des points qui sont capitaux dans la vie que nous avons au quotidien. Parce que même si on a des interactions au quartier avec la famille, ainsi de suite, à un certain niveau, il faut qu'on emmène à la fois le niveau de notre position au niveau des interactions que nous avons avec les personnes que nous rencontrons. Exactement. Et c'est dans ce cadre-là que le protocole rentre. Exactement. Parce que je pense que j'ai vu certains événements aussi où le protocole arrivait au même moment que le VIP. Non, après, il y avait une panique pas possible et tout. Et je pense que si les gens mettaient un peu de sérieux dans le travail qu'ils faisaient. Et de préparation. Voilà. C'est sérieux organisé. Et préparation. On arriverait à des situations où les choses seraient... Comme tu as dit, parfois il y a des couacs, mais les couacs en question ne doivent pas être ressentis par des personnes comme moi qui ne connaissent rien du tout à ce métier. Ça doit être des couacs qui doivent être maîtrisés en interne et surtout qui ne doivent pas être dévoilés. Les gens sont assis et puis on voit comment tout le monde s'agite et tout. C'est pas forcément intéressant. Bon, mais si quelqu'un fait une crise cardiaque lors d'une cérémonie, là, vous ne pouvez rien faire. Hein. C'est un couac. Ça, vraiment, oui, c'est pas un couac, mais c'est un imprévu d'une autre qualité. Mais la manière de gérer, quand même, est importante. Pour éviter que toute l'assistance ne panique, que les femmes se jettent sur le sol. Nous, on est professionnels pour te jeter. Donc, voilà. En tout cas, c'était très intéressant. J'avais vraiment besoin de tous ces éclaircissements sur cette thématique. Merci beaucoup de t'être disponible avec cet emploi du temps. Merci beaucoup avec cet emploi du temps chargé qui est le tien. Merci beaucoup, chers auditeurs. J'espère vraiment que ce podcast vous aura été aussi instructif qu'à nous. Ivanov, merci encore une fois pour le travail que tu fais sur ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir.